Il y a quelques jours, ma fille m'a appelé, en fin de journée. Sa voix était douce, mais je sentais quelque chose derrière ses mots. Elle m'a dit « Maman, il faut que l'on parle de toi, de ta façon de vivre seule. » J'ai compris immédiatement ce que cela voulait dire. Ce genre de phrase ne vient jamais sans une idée précise derrière. Elle tournait autour de ce sujet depuis des mois, sans oser le dire clairement. Elle pensait à un endroit, plus sur un lieu organisé avec des gens pour s'occuper de moi. Un endroit où je ne risquerais plus rien. Mais ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'est que la sécurité n'est pas toujours la chose la plus importante. Quand on arrive à mon âge, je m'appelle Anne-Marie Lefort. J'ai dépassé les 80 ans depuis un moment déjà. Et si je te parle aujourd'hui, ce n'est pas pour te donner des leçons, mais pour t'éviter certaines erreurs que j'ai moi-même faites, car ce que l'on raconte sur la vieillesse est souvent incomplet. On te parle de solutions pratiques, mais rarement de ce que l'on ressent, vraiment à l'intérieur. Si tu es plus jeune que moi, tu penses peut-être à tes parents. Si tu es plus proche de mon âge, tu ressens déjà cette inquiétude silencieuse. Quoi qu'il en soit, ce que je vais te dire va te concerner d'une manière ou d'une autre. Après la mort de mon mari, j'ai dû apprendre à vivre seule, pour la première fois de ma vie. 46 ans à deux. Puis soudain, le silence complet. Au début, je me disais que tout allait bien. Je faisais encore mes courses, je cuisinais, je nettoyais la maison. Je me persuadais que cette tranquillité était une forme de liberté. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Pas brusquement, non, presque imperceptiblement, comme une lumière qui baisse sans que tu te rendes compte. Je montais les escaliers et je devais m'arrêter pour reprendre mon souffle. Mes mains tremblaient en ouvrant un simple bocal. Et parfois, j'entrais dans une pièce sans me souvenir de ce que j'étais venue y faire. Ce ne sont pas de grandes catastrophes, mais des petits signaux qui s'accumulent et qui finissent par raconter une vérité que l'on ne veut pas entendre. Un matin, en sortant de la douche, je glisse ma main à attraper la barre. Mais pendant une seconde, j'ai senti le vide sous mes pieds. Cette seconde m'a fait plus peur que toutes les autres expériences de ma vie. Le soir, dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. Une seule question tournait dans ma tête. Et si la prochaine fois je tombe vraiment? Et si personne ne me trouve pendant des jours? Ce genre de pensée ne te quitte plus. Une fois qu'elle est entrée dans ton esprit, elle s'installe, elle grandit, elle te suit partout. Alors j'ai fait ce que beaucoup font dans ce moment. Là, j'ai appelé ma fille. Je lui ai demandé si je pouvais venir vivre chez elle quelque temps, juste pour me sentir plus en sécurité. Elle a accepté immédiatement, avec beaucoup d'amour, et j'ai cru à cet instant que j'avais trouvé la solution. Les premiers jours étaient agréables. Nous mangions ensemble, nous parlions, je riais avec mes petits-enfants. Je me sentais à nouveau entourée, utile, presque nécessaire. Mais cette sensation n'a pas duré longtemps, car la réalité finit toujours par reprendre sa place. Et ce que je vais te dire maintenant est quelque chose que peu de gens osent admettre. Vivre avec d'autres ne signifie pas toujours se sentir moins seul. Parfois, c'est exactement l'inverse. Et c'est là que les choses commencent vraiment à se compliquer. Au bout de quelques jours seulement, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Rien de dramatique, rien de brutal, mais une sorte de glissement silencieux. Ma fille et son mari travaillaient toute la journée. Les enfants avaient leurs activités, leurs devoirs, leurs amis. La maison était pleine, mais étrangement,
je me retrouvais seule la plupart du temps, assise dans un salon qui n'était pas vraiment le mien, à attendre que quelqu'un rentre pour ressentir un peu de présence humaine. Au début, je me disais que c'était normal. Chacun a sa vie, son rythme, ses obligations. Je ne pouvais pas demander au monde de ralentir pour moi. Mais petit à petit, une sensation plus lourde s'est installée, une impression d'être en trop, comme si ma simple présence venait perturber l'équilibre naturel de leur quotidien. Personne ne me le disait directement, mais je le sentais dans les petits détails, dans les regards rapides, dans les phrases qui semblaient anodines. « Maman, tu pourrais éviter de mettre autant de sel dans la nourriture ? Maman, tu peux baisser un peu la télévision ? Les enfants doivent étudier. Maman, samedi nous sortons. Tu seras bien ici seule, n'est-ce pas ? Rien de méchant, rien de cruel, mais chaque remarque était comme une petite pierre ajoutée sur mes épaules. Et au fil des jours, ce poids est devenu difficile à ignorer. Un soir, en passant près de la cuisine, j'ai entendu ma fille parler au téléphone. Elle ne savait pas que je tais. Là, sa voix était fatiguée. Elle disait « Je sais que c'est la bonne chose à faire, mais c'est épuisant. Je ne peux même pas sortir faire des courses sans m'inquiéter pour elle. » Ces mots n'étaient pas destinés à mes oreilles, mais ils ont trouvé leur chemin jusqu'à moi, et ils ont changé quelque chose de profond à l'intérieur de moi. À cet instant, j'ai compris une chose essentielle. Vivre avec sa famille ne te protège pas toujours de la solitude. Parfois, cela la rend encore plus douloureuse, parce que tu es entouré de gens et pourtant tu te sens invisible, comme si tu étais déjà en train de disparaître, lentement, sans que personne ne se rende compte. Après quelques mois, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde. J'ai annoncé que je voulais rentrer chez moi. Ma fille était inquiète, elle parlait de sécurité, de risques, de solutions. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est que rester signifiait perdre une partie de moi-même. Chaque jour, un peu plus. Je ne voulais pas devenir un fardeau silencieux dans la vie de ceux que j'aime. Quand je suis revenue chez moi, j'ai ressenti un soulagement presque immédiat. Retrouver mes objets, mes habitudes, mon espace, c'était comme respirer à nouveau librement. Mais cette liberté avait un prix, car très vite, la réalité me rattrapait. Je ne pouvais plus ignorer les choses que je n'arrivais plus à faire seule. Et cette fois-ci, il n'y avait personne autour pour combler les vides. Les escaliers étaient toujours là. La cuisine demandait plus d'énergie que je ne n'avais. Les petits gestes du quotidien devenaient des défis silencieux. Un jour, en essayant de changer une ampoule, mes mains se sont mises à trembler tellement fort que j'ai dû abandonner. Je suis restée là au milieu de ma cuisine, à regarder cette lumière éteinte, en comprenant que quelque chose était en train de changer, définitivement. C'est à ce moment-là que j'ai pensé une autre solution. Faire entrer quelqu'un chez moi, une aide, quelques heures par semaine, pour m'enlever le poids des tâches les plus difficiles. Sur le papier, cela semblait parfait, un équilibre entre indépendance et sécurité. Mais comme tu vas le voir, ce que l'on imagine et ce que l'on vit sont souvent très différents. La première personne qui est venue s'appelait Patricia, une femme efficace, organisée, rassurante. Au premier regard, elle savait quoi faire, comment faire, et elle le faisait rapidement. Les premiers jours m'ont paru étranges, voir quelqu'un toucher mes affaires, ouvrir mes placards, réorganiser ma cuisine. C'est quelque chose que l'on accepte avec la tête, mais que le cœur met plus de temps à accepter. Pourtant,
je me suis adaptée, parce que je voyais bien que cela me soulageait. Elle nettoyait, elle cuisinait, elle faisait les courses pour moi. Et pendant un moment, j'ai cru avoir enfin trouvé un équilibre. Je pouvais rester chez moi sans ne sentir de passé. Mais très vite, une autre réalité est apparue, celle dont personne ne parle vraiment, le coût. Chaque mois, je recevais les factures, et même pour quelques heures par semaine, la somme était énorme pour moi. Mes revenus ne couvraient qu'une petite partie, et mes économies commençaient à diminuer. Doucement, mais sûrement. Regarder cet argent partir mois après mois était angoissant, car je savais que ce système ne pourrait pas durer indéfiniment. Mais ce n'était pas le seul problème. Il y avait aussi ces petits détails qui semblaient insignifiants, mais qui finissaient par peser lourd. J'aimais faire la vaisselle juste après manger. Elle préférait attendre. J'aimais plier mes serviettes d'une certaine façon. Elle avait la sienne. Ce n'étaient pas des conflits ouverts, mais une accumulation de petites frustrations dans ma propre maison. Un jour, Patricia m'annonce qu'elle devait partir urgence familiale. Elle ne reviendrait pas. J'ai dû chercher quelqu'un d'autre, recommencer à expliquer mes habitudes, mes besoins, mes limites. La deuxième personne était différente, la troisième encore plus. La quatrième n'est restée que quelques semaines. Chaque nouveau visage était un nouveau départ, une nouvelle fatigue, une nouvelle adaptation. Et moi, je commençais à perdre patience et énergie. Je me suis rendu compte que je passais plus de temps à gérer ces changements qu'en vivre réellement. Et tout cela me coûtait de plus en plus cher, sans jamais vraiment me donner la tranquillité que je cherchais. Alors j'ai pris une décision difficile. J'ai arrêté ce système du jour au lendemain. Je me suis retrouvée à nouveau seule, face à moi-même, avec mes limites et mes inquiétudes. C'est à ce moment-là que ma fille est revenue avec une autre idée. Un endroit spécialise, un lieu pense pour les personnes de mon âge, avec du personnel médical, une organisation rassurante, un cadre sécurise. Elle avait trouvé un établissement pas très loin, propre, bien note. Elle me propose d'essayer juste un mois pour voir, sans engagement, juste pour me faire une idée. J'étais fatigue de lutter seule, fatigue de chercher des solutions qui ne tenaient pas. Alors j'accepte, sans enthousiasme, mais sans résistance non plus. Le jour où je suis arrivée là-bas, j'ai ressenti quelque chose de difficile à expliquer. Ce n'était pas vraiment de la peur, ni de la tristesse, plutôt une impression d'être en transition, comme si je quittais une partie de ma vie, sans être sûre de pouvoir y revenir. Ma chambre était propre, bien rangée, mais impersonnelle. Rien ne racontait mon histoire, rien ne portait mes souvenirs. Les premiers jours ont été calmes. J'ai rencontré d'autres résidents. Nous avons joué aux cartes, mangé ensemble, parlé de nos vies passées. Cela ressemblait presque à une forme de normalité. Mais très vite, quelque chose d'autre a commencé à émerger. Une sensation plus profonde, plus oppressante, que je ne pouvais pas ignorer. Au bout de quelques jours seulement, j'ai commencé à ressentir une étrange sensation de confinement. Tout était organisé, règle, minute par minute. Le réveil sonnait tôt, le petit déjeuner était servi à heure fixe, le déjeuner arrivait toujours au même moment, et le dîner encore plus tôt que ce que j'avais connu toute ma vie. Je n'avais jamais mangé si tôt, et pourtant ici, je n'avais pas vraiment le choix. Je me suis rendu compte que mes habitudes disparaissaient peu à peu, sans que je me n'aperçoive vraiment. J'aimais lire tard le soir depuis toujours,
Mais ici les couloirs devenaient sombres, très tôt, et si une lumière restait allumée derrière ma porte, quelqu'un venait frapper doucement pour me rappeler qu'il était temps de dormir. Ces gestes étaient faits avec bienveillance, mais ils avaient un effet inattendu sur moi, celui de me faire sentir comme une enfant dans un corps fatigue. Un soir j'ai voulu sortir, prendre l'air. La nuit était douce, le ciel était clair. Cela me rappelait certaines soirées de ma jeunesse. Mais à peine avais-je fait quelques pas vers la porte qu'un membre du personnel me arrêtait, avec un sourire poli. « Madame Lefort, les sorties sont terminées après une certaine heure, pour votre sécurité. » Pour votre sécurité. Ces mots ont commencé à résonner dans mon esprit, comme une justification à tout ce que je ne pouvais plus faire. Ce n'est pas la sécurité qui me pesait le plus, mais la perte de choix, la sensation que ma vie ne m'appartenait plus vraiment. J'ai passé des décennies à prendre mes décisions, à organiser mon quotidien, et soudain, quelqu'un d'autre décidait pour moi, quand manger, quand dormir, quand sortir, même quand me taire. Sans jamais le dire clairement, mais en le suggérant à chaque instant. Le plus troublant, c'est ce que je n'étais pas malade au point de perdre mon autonomie. Je pouvais marcher, penser, comprendre ce qui se passait autour de moi. Et pourtant, je vivais comme si j'avais déjà abandonné une partie de ma liberté. Cette contradiction était difficile à accepter, car elle venait toucher quelque chose de très profond en moi, mon identité. Après quelques semaines, j'ai compris que je ne pourrais pas rester plus longtemps dans cet endroit. J'ai appelé ma fille et je lui ai dit que je partais. Elle a essayé de me convaincre de rester encore un peu, de donner plus de temps à cette nouvelle vie. Mais je lui ai répondu avec une certitude que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'est pas une vie pour moi. Je préfère les difficultés à la perte de moi-même. Le jour où je suis sortie de cet endroit, j'ai ressenti une forme de libération. Le soleil me semblait plus chaud, les vers plus vivants, comme si je redécouvrais quelque chose que j'avais presque oublié. Mais en rentrant chez moi, j'ai dû faire face à la même réalité que celle que j'avais laissée derrière. Mes limites étaient toujours là, ma fatigue aussi. Mes gestes restaient incertains et mes peurs n'avaient pas disparu. Je me suis assise près de la fenêtre pendant plusieurs jours, à regarder le quartier, à observer la vie continuer sans moi, vraiment savoir quelle direction prendre. J'avais essayé ce que tout le monde recommande, vivre avec la famille, engager de l'aide, entrer dans un établissement spécialisé. Et aucune de ces solutions ne m'avait apporté ce que je cherchais vraiment. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvée face à une vérité inconfortable. Peut-être que le problème ne venait pas des solutions, mais de la manière dont on pense la vieillesse. On nous pousse à choisir entre être totalement indépendant ou totalement dépendant, comme s'il n'y avait rien entre les deux. Et pourtant, je sentais au fond de moi qu'il devait exister une autre voie, plus simple, plus humaine, mais je ne savais pas encore laquelle. Quelques jours plus tard, sans vraiment le chercher, quelque chose de simple est venu changer ma façon de voir les choses. C'était un après-midi ordinaire. Je marchais lentement vers la petite épicerie du coin, celle qui se trouve à quelques rues de chez moi. Pas la grande surface, trop loin pour moi maintenant, mais ce petit endroit où l'on prend le temps de se saluer en entrant. En passant devant la maison de Sarah, ma voisine, je l'ai vue devant son portail, le regard perdu, son téléphone à la main. Elle parlait vite, avec une voix tendue, puis elle a raccroché brusquement
en soupirant. Je connaissais un peu sa situation. Elle élève seule sa fille. Elle travaille beaucoup. Elle court tout le temps entre son travail et ses responsabilités, sans vraiment avoir de pause, sans réfléchir longtemps. Je me suis approchée doucement et je lui ai dit « Si un jour vous avez besoin que quelqu'un aille chercher votre fille à l'école, je passe devant tous les jours. Cela ne me dérange pas. » Elle me regarde avec surprise, comme si ma proposition ne faisait pas partie de ce monde où chacun essaie simplement de tenir debout. Elle a hésite, puis elle a accepté, presque timidement. Le lendemain, je suis allée chercher sa fille, une petite fille pleine de vie qui parlait sans arrêt de son école, de ses amis, de ses revêves. Nous avons marché lentement jusqu'à chez elle, et pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais plus à mes limites. J'écoutais, je souriais, je me sentais présente. Le soir même, Sarah est venue frapper à ma porte avec une assiette de nourriture. Elle m'a dit « J'ai fait un peu plus ce soir, je voudrais que vous en profitiez. » J'ai voulu refuser par habitude, mais elle insiste « Vous m'aidez, laissez-moi vous aider. » Et c'est ainsi que tout a commencé, sans plan, sans organisation, juste avec un geste simple. Répété jour après jour, peu à peu, quelque chose de nouveau s'est installé dans ma vie. Je continuais à aller chercher sa fille presque tous les jours, et en retour, je recevais bien plus que ce que j'avais imaginé. Son mari, quand il était là m'aide pour les petites réparations dans la maison, il a changé. Cette ampoule que je n'arrivais pas à toucher. Il a vérifié le robinet qui fuyait. Sarah m'a montré comment payer certaines choses en ligne, comment commander des courses sans porter de charges trop lourdes. Mais le plus important n'est pas ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai ressenti. Je n'étais plus une personne à qui l'on devait porter assistance. J'étais une personne qui pouvait encore apporter quelque chose. J'ai retrouvé une sensation que je croyais perdue, celle d'être utile, de compter pour quelqu'un. La petite fille dessinait pour moi, accrochait ses dessins sur mon réfrigérateur et m'appelait avec douceur, comme si j'étais une partie naturelle de sa vie. Un soir, Sarah m'a dit « Vous savez, vous avez vraiment changé notre quotidien. Avant, j'étais débordée, je ne savais plus comment faire. » Je l'ai regardée et je lui ai répondu sans réfléchir. « Vous avez changé le mien aussi, car j'ai compris à ce moment-là ce qui me manquait depuis le début. Je ne cherchais pas quelqu'un pour me prendre en charge. Je cherchais un lien, une place, un rôle à jouer. C'est cela que personne ne nous explique vraiment. En vieillissant, on croit que l'on perd tout, mais ce n'est pas vrai. On perd certaines capacités de physique, oui, mais on garde autre chose. Du temps, de l'expérience, une présence qui peut encore compter pour les autres. Et quand ces choses trouvent leur place, la solitude recule naturellement, sans que l'on ait besoin de la combattre directement. Aujourd'hui, je vis toujours seule dans ma maison, mais je ne me sens plus seule. Je n'ai pas besoin de dépenser des sommes énormes pour me sentir en sécurité. Je n'ai pas besoin de renoncer à ma liberté pour être entourée. J'ai trouvé cet espace entre l'indépendance totale et la dépendance complète. Cet espace où l'on accepte de recevoir, sans cesser de donner. Je ne dis pas que cette solution convient à tout le monde. Chaque vie est différente, chaque corps, chaque histoire. Mais si je peux te laisser avec une seule idée, ce serait celle-ci. Ne cherche pas seulement à être protégé, cherche à rester vivant dans le regard des autres. Cherche à garder une utilité,
même petite, car c'est cela qui fait la différence entre exister et vraiment vivre. Je suis vieille, oui, mais je ne suis pas effacée. Je suis encore la présente, utile, connectée, et tant que cela sera possible, je continuerai à vivre ainsi, à mon rythme, avec mes limites, mais aussi avec ce que je peux encore offrir. Merci de m'avoir écouté. Peut-être que la prochaine fois, nous continuerons cette conversation, car même à mon âge, je suis encore en train d'apprendre à vivre. Et si tu es encore là avec moi à cet instant, alors laisse-moi te dire quelque chose de très simple. Dans la vieillesse, ce ne sont pas les gens que tu dois éviter, mais certaines relations, certaines présences qui te font te sentir invisible ou inutile. Car ce n'est pas la solitude qui fait le plus de mal, c'est de ne plus compter pour personne. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais me rapprocher des autres pour combler ce vide. Mais j'ai compris que toutes les présences ne se valent pas. Certaines prennent sans jamais donner. Certaines regardent sans vraiment voir. Et dans ces moments-là, tu peux être entouré et pourtant te sentir plus seul que jamais. Cela ne veut pas dire vivre en ferme, ni refuser l'aide. Cela veut dire choisir avec soin où tu mets ton énergie. Car à mon âge, le temps devient la chose la plus précieuse. Tu ne peux plus le donner à des situations qui ne te respectent pas ou qui ne te donnent rien en retour. J'ai aussi appris que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais que tout accepter peut le devenir. Il y a une différence entre être aide et être efface, et cette différence décide de la place que tu gardes dans ta propre vie. Si je regarde en arrière, je ne regrette pas mes erreurs. Elles montrent ce que je ne voulais plus et m'ont poussé à chercher autre chose, une façon de vivre où je peux encore donner et recevoir sans perdre qui je suis. Peut-être qu'un jour, j'aurai besoin de plus d'aide, mais tant que je peux offrir quelque chose, même petit, je suis encore vivante, pas seulement en vie, mais vivante. Alors souviens-toi de ceci. Ne laisse personne définir ta fin à ta place. Cherche cet équilibre entre l'indépendance et le lien avec les autres. C'est là que tu restes toi-même. Merci d'être eux. Reste avec moi. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, garde-les près de toi. Et peut-être que la prochaine fois, nous continuerons ensemble.